Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La Somalie obtient un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce pays de la Corne de l'Afrique a été élu le 6 juin pour un mandat de 2 ans qui débutera le 1er janvier 2025. La Namibie envisage de mettre fin à l'exemption de visa qui concerne 55 pays. Objectif affiché, rendre le visa obligatoire pour les citoyens de 31 pays qui imposent des formalités de voyage aux ressortissants namibiens. Éclate de fin de la deuxième édition des journées pétrole ce samedi 8 juin à Dubaï. Quel bilan tiré de ce rendez-vous qui a réuni plusieurs acteurs africains des hydrocarbures? Élément de réponse dans cette édition. La Somalie siégera au Conseil de sécurité de l'ONU dès le 1er janvier 2025 pour un mandat de 2 ans. Ce pays de la Corne de l'Afrique a été élu le 6 juin avec 4 autres pays dans le cadre du renouvellement pour moitié chaque année des 10 pays élus pour 2 ans au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La Somalie remplacera le Mozambique et représentera le groupe des États d'Asie-Pacifique et d'Afrique. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Le 6 juin 2024, la Somalie a été élue au Conseil de sécurité de l'ONU avec les voix de 179 États contre 5 abstentions sur un total de 190 États membres ayant participé à cette élection qui n'a nécessité qu'un seul tour de scrutin. Ce pays d'Afrique de l'Est a ainsi appelé à siéger à ce conseil pour la première fois en 53 ans. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a chaleureusement accueilli l'élection de son pays en tant que membre du Conseil de sécurité, soulignant que cette décision témoigne des progrès réalisés par la nation en matière de développement et de gouvernance. Ce jour marque une étape importante dans l'histoire de notre grande nation. Nous avons reçu 179 votes et avons été élus avec une minorité des membres de l'Assemblée générale. J'exprime ainsi ma reconnaissance et gratitude pour l'Union des pays de l'Union africaine et la Ligue arabe pour avoir porté la candidature de la Somalie. Pour sa part, le Premier ministre somalien Hamza Abdi Barre a déclaré que l'élection de la Somalie au Conseil met en évidence l'engagement du gouvernement en faveur de la sécurité et de la paix mondiale. D'autres membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont quant à eux indiqué que la Somalie a parcouru un long chemin au cours des 3 dernières décennies sur la voie de la paix, de la prospérité et de la sécurité. L'élection à un siège au Conseil de sécurité a une reconnaissance de ces progrès louables. Dans notre engagement, nous allons nous efforcer à renforcer la coopération entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales, incluant l'Union africaine. La Somalie reconnaît le rôle central d'un multilatéralisme efficace et de la coopération pour faire face aux différentes situations de notre monde aujourd'hui. Outre la Somalie, l'Assemblée générale des Nations unies a également élu le Danemark, la Grèce, le Pakistan et le Panama au Conseil. Les 5 membres serviront en tant que membres non permanents pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2025. Ils remplaceront l'Équateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse dont le mandat expire le 31 décembre. Également dans l'actualité, après les militaires français, c'est au tour des Américains de quitter le Niger. Ce samedi 8 juin marqué le début du retrait officiel des soldats américains de Niamey. Ce départ du personnel et des équipements militaires américains est le fruit d'un accord signé en mai dernier entre Washington et le régime militaire de Niamey. Depuis cette entente, 28% des soldats américains ont déjà quitté le sol nigérien. Il convient de rappeler que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont déployé plus d'1 millier de soldats ces dernières années au Niger. Mais en mars 2024, les militaires arrivés au pouvoir suite au coup d'État de juillet 2023 qui a renversé le président Mohamed Bazoum ont dénoncé l'accord de défense conclu entre le Niger et les États-Unis. Le retrait total des soldats américains du Niger est fixé au 15 septembre prochain, selon l'accord de désengagement conclu entre les deux parties.
En matière de politique d'immigration, la Namibie a récemment décidé d'appliquer le principe de réciprocité et pour cause, jusqu'à présent, la Namibie autorisait une entrée sans visa aux citoyens de 55 pays, alors qu'en retour, une majorité d'entre eux impose des visas aux ressortissants namibiens. 31 pays seront désormais soumis à une obligation de visa pour voyager en Namibie. Les précisions de Catherine Gombe. La Namibie a mis en place des exigences en matière de visa d'entrée pour les ressortissants de pays qui n'ont pas appliqué le principe de réciprocité en matière de voyage. Ainsi, les citoyens de 31 pays ne bénéficieront plus d'un accès sans visa à la Namibie si leur pays ne respecte pas les accords d'exemption. Des pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France vont être touchés par ces nouvelles exigences. Selon les autorités namibiennes, la décision vise à favoriser l'égalité de traitement entre les nations en ce qui concerne les réglementations en matière de visa. Le cabinet de la République de Namibie a autorisé le ministère de l'Intérieur, de l'Immigration et de la Sécurité à introduire une obligation de visa d'entrée pour les pays qui n'ont pas fait preuve de réciprocité dans le traitement favorable accordé à leurs ressortissants lorsqu'ils se rendent en Namibie. Cette décision stratégique qui vise à favoriser des relations diplomatiques justes et équilibrées concernera 31 pays au total. En mai 2024, le passeport namibien se classait au 127e rang selon l'indice de passeport VisaGuide et les citoyens namibiens avaient besoin d'un visa pour voyager dans 124 pays. Je pense que ce type d'accord, en particulier l'accord d'exemption, est un outil très important dont nous disposons. D'autres pays en ont profité pour construire un monde plus collaboratif et plus ouvert. Parallèlement à la nouvelle mesure, la Namibie a précédemment introduit une politique de visa à l'arrivée pour stimuler le tourisme et le commerce le 18 avril 2024. Les visiteurs peuvent recevoir des visas à leur arrivée à plusieurs points d'entrée, notamment le port de Walvis Bay, l'aéroport international Osea Kutako et l'aéroport de Walvis Bay. Les détenteurs de passeports namibiens bénéficient actuellement d'une entrée sans visa dans 53 pays. La deuxième édition des Journées Pétrole a pris fin ce samedi 8 juin à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Ce rendez-vous de 4 jours a permis aux acteurs africains des hydrocarbures d'approfondir les réflexions autour de l'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales. Un partage d'expériences enrichissant pour l'avenir du secteur pétrolier en Afrique. Le point avec notre envoyé spécial à Dubaï, Fatma Nyang. Organisée par le cabinet africain 3M Partenaires et Conseil, la deuxième édition des Journées Pétrole s'est clôturée ce 8 juin 2024 à Dubaï. Après 3 jours intenses de débats et d'échanges centrés sur l'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales, plusieurs points clés à retenir sont mis en avant. Premièrement, le renforcement des prérogatives de l'État dans son rôle de contrôle. Deuxièmement, la diversification de l'économie passe par le choix d'un secteur à forte valeur ajoutée devant constituer un levier efficace pour le reste de l'économie. Troisièmement, l'obtention des contrats ne souffrant pas d'imprécisions pour éviter les interprétations. Et enfin, mettre en place des stratégies claires afin que le CPP bénéficie pleinement aux économies de nos pays. Cet événement a permis aux nations africaines les plus expérimentées dans l'exploitation des hydrocarbures, telles que le Gabon, la République du Congo et le Tchad, entre autres, de partager leurs connaissances, offrant ainsi aux jeunes pays pétroliers comme le Sénégal des enseignements précieux à tirer. Alors, les partages d'expériences et de bonnes pratiques que nous avons connus tout au long de ces 3 journées de travaux ont été d'une grande utilité pour nous. Ils nous ont permis notamment d'identifier les axes d'amélioration possibles de la fiscalité communautaire appliquée au secteur pétrolier. Divers sujets ont été abordés lors de cette rencontre, allant de la gestion des revenus pétroliers à l'impact environnemental et social, en passant par le transfert de technologies, entre autres thématiques.
Cherchant à identifier des solutions innovantes et durables, les participants aux Journées Pétrole, représentant 7 nations du continent, ont exploré les défis communs auxquels sont confrontés les pays africains dans la gestion des contrats de partage de production. Fatma Niang, envoyé spécial aux Journées Pétrole à Dubaï pour Africa 24. C'est une étape de plus dans la quête de souveraineté énergétique du Burkina Faso. 3 mémorandums relatifs à la concrétisation d'un projet de centrale nucléaire ont été signés le 5 juin avec la Russie. Cette coopération nucléaire est une réponse au déficit énergétique du Burkina Faso qui vise un taux d'électrification de 50% en zone rurale d'ici 2028, alors qu'il était de moins de 6% en 2022. Les explications d'Esther Conon. Dans la poursuite de la mise en place d'une centrale nucléaire au Burkina, le ministre de l'Énergie Yacouba Zabré-Gouba a signé le 5 juin 2024 en Russie 3 mémorandums d'entente avec l'Agence Russie de l'énergie atomique, Rosatom. Conformément aux exigences de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ces accords de coopération russo-burkinabé visent l'évaluation et le développement des infrastructures nucléaires, ainsi que la formation d'une opinion publique positive concernant l'énergie nucléaire. Dans la mise en œuvre d'une des volontés du chef de l'État, à savoir résoudre de façon structurelle cette question du déficit énergétique et profiter côté énergie, mais également d'exploiter tout ce qui est potentialité qu'elle va offrir en termes d'accompagnement de la médecine, en termes d'accompagnement de l'agriculture et en termes d'accompagnement de l'industrie dans sa globalité. Avec un taux d'accès national à l'électricité de 22,5% en 2020, selon les données officielles, le Burkina est l'un des pays les plus faiblement électrifiés en Afrique de l'Ouest. Pour garantir l'accès universel à l'horizon 2030 à l'énergie et booster le développement de ce pays, où le taux d'accès à l'électricité en milieu urbain était de 67,4% contre 5,3% en milieu rural en 2020, les autorités ambitionnent la construction d'une centrale nucléaire. Cela nécessite qu'on puisse travailler assez rapidement, qu'on puisse avoir une masse critique, mais également que les techniciens puissent procéder très rapidement aux études nécessaires au lieu d'installation de la centrale pour pouvoir y arriver très rapidement. Le gouvernement du Burkina Faso s'est fixé comme objectif à l'horizon 2027 d'atteindre au moins un taux d'accès à l'électricité au plan national de 60%, 90% en milieu urbain et 30% au moins en milieu rural. Et la construction d'une centrale nucléaire d'au moins 1 gigawatt s'inscrit dans le cadre du projet d'indépendance énergétique. Ce rendez-vous était inscrit dans l'agenda des congrès médicaux en Afrique francophone. Le 6e congrès franco-camerounais de gynécologie, obstétrique et périnatalité s'est tenu ce samedi 8 juin à Paris, en France. Une rencontre organisée sous l'égide du Collège national des gynécologues et obstétriciens français avec comme grand thème l'interculturalité et la coopération bilatérale. Au menu des discussions, les inégalités d'accès aux soins, mais aussi l'évolution de la mortalité maternelle, un fléau encore trop présent en Afrique subsaharienne. En 2020, environ 70% des décès maternels recensés dans le monde sont survenus dans cette région selon l'Organisation mondiale de la santé. Écoutons à ce propos la présidente de l'AFCASAM, l'association franco-camerounaise pour la santé de la mère et de l'enfant, Clarisse Kingwe Ekolo. Depuis 2007, nous essayons de travailler un peu au niveau de la réduction de la mortalité maternelle. Et lors de notre premier congrès en 2007, justement, avec le Collège des gynécos français qui se sont déplacés pour aller au Cameroun, on était une soixantaine de personnes à s'être déplacées au Cameroun. On a essayé de faire d'abord un audit, voir un peu quelles sont les principales causes. Et on a vu que justement, parmi toutes les causes existantes, il y avait l'absence d'école de sage-femme. Le gouvernement y travaillait déjà depuis pas mal de temps et le fait qu'il y ait donc toutes ces éminences et françaises et camerounaises et le gouvernement en réunion travailler ensemble
c'est-à-dire que les administratifs et les médicaux travaillaient ensemble. Les administratifs ont pu prendre la décision. Il faut savoir que nous, les médecins, nous sommes des techniciens, nous exécutons, mais ceux qui prennent les décisions, ceux qui mettent en route tout ce qu'il faut pour le développement, c'est vraiment les administratifs. Pour parler de la mortalité maternelle, on peut avoir des médecins compétents dans un centre, mais si une femme qui saigne, pour aller dans ce centre-là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas tout ça, on a beau avoir une équipe médicale compétente, ça ne marchera pas. Et notons que Clarisse Kingwe-Kolo était au micro de nos envoyés spéciaux à Paris, Kamesh Katapoulé et Moustapha Kanté. Dans le reste de l'actualité, malgré la tourmente et les polémiques de ces dernières semaines, le football camerounais est toujours debout. Le Cameroun s'est imposé 4-1 face au Cap-Vert ce samedi 8 juin dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde de football masculin 2026. Une victoire qui place le Cameroun en tête du groupe D avec 7 points devant la Libye, 2e avec le même nombre de points. Le groupe D est également composé de l'Angola, de Maurice et de l'Eswatini. En gagnant ce match, les Lions indomptables se sont montrés rassurants alors que la crise de leadership se poursuit entre la FECAFOOT et le ministère des Sports sur la gestion de la sélection nationale. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.